Bonsoir. Effectivement, donc moi j'arrive avec Géraldine sur, on va dire, un regard de chercheur. Donc quelque chose qui est un peu décalé. Et l'idée, c'est plutôt d'avoir des propositions, des réflexions et des pistes de réflexion. Donc la question de dissonance, résonance et nouveau luxe. Au départ, et vous le voyez bien, on peut aborder ces points-là, en tout cas cette problématique, en se disant, bon, bah, dissonance, ok, résonance, ok, nouveau luxe, ok. Sauf qu'à bien y réfléchir, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas si simple, c'est quoi la dissonance, c'est quoi la résonance, c'est quoi les nouveaux luxes? Et donc, on est parti de 5 questions. Qu'est-ce que le luxe? Qu'est-ce que la dissonance dans le luxe? Qu'est-ce que la résonance? Qu'est-ce qu'un luxe créateur de résonance? Et finalement, comment penser le luxe au futur? Et je tiens au futur. C'est-à-dire, c'est pas le luxe du futur, je n'en ai aucune idée. Mais en termes de scénario, on peut réfléchir. Alors, le luxe, étymologiquement, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà ici, mais c'est luxus, c'est-à-dire luxé, mis de travers. Donc le luxe porte en lui une idée de dislocation, de déviation. Donc le luxe est pour ainsi dire porteur d'écart, de transgression et plus loin de démesure. Ceci a son importance parce que quand on regarde dissonance, la dissonance, ça provient du champ lexical de la musique. Et c'est une rupture de l'harmonie d'un accord ou d'une ligne mélodique. Par analogie, en peinture, c'est un assemblage disparate. En littérature, un désaccord entre style et idée. Et finalement, au figuré, c'est des divergences et des contradictions. Ce qui nous amène donc à considérer luxe et dissonance. Et donc, on repart de ce luxe mis de travers, disloqué, à l'écart, la démesure. Et on voit que finalement, le luxe, c'est des tensions, c'est des dialectiques. Celle de la convention et de la transgression, à la fois des normes, mais aussi de la réinvention, parfois subversive, de l'arbitraire, du motivé, le caractère arbitraire et inutile de la dépense qui fait que c'est ça le luxe. Et en même temps, une stratégie de distinction, donc une fonction sociale. Troisième dialectique, l'imitation, la distinction. Imitation de classe, distinction de caste. Et puis, la plus connue, tangible, intangible, de l'objet, du savoir-faire, mais aussi de l'idéologie, du symbolique. Donc, la dissonance serait donc constitutive du luxe. Bonne nouvelle. Et les tensions fondatrices, les dialectiques qu'on voit à l'œuvre dans le luxe, c'est un peu le moteur du processus de réinvention permanente du luxe. Et en fait, on voit bien que ce sont des tensions. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas des oppositions, c'est des tensions. Et donc, ça voudrait dire qu'on peut penser le luxe dans ces tensions-là. Et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est un ou des luxes. Et à cela, on est reparti du besoin, le principe motivationnel initial du luxe. Et finalement, le besoin du luxe, c'est le besoin de ne pas avoir de besoin. C'est le principe, c'est-à-dire s'abstraire de la nécessité, s'abstraire des contingences de la nécessité. Et donc, peut-être qu'on peut penser, et encore une fois, c'est un peut-être, non pas les luxes, mais un luxe polymorphe. Et ça a son importance pour nous. Et dans ce luxe polymorphe, il y a une chose que je n'ai pas traitée dans cette première dialectique, c'en est une, l'avoir et l'être. Et donc, c'est cette dialectique qui va nous servir à essayer de cartographier le luxe par un carré sémiotique. On connaît l'avoir pour être, avoir les objets signes pour être reconnu. Ok. Le hit bag, on en a parlé. Et puis, on connaît aussi l'être pour avoir. Être en connaissance pour avoir accès aux artefacts du luxe. Toutes les tendances et les hashtags art de vivre ou lifestyle. Plus récemment, on a commencé à voir le ne pas être pour avoir. C'est-à-dire ne pas être dans la démonstration ostentatoire pour être et pour avoir la vraie posture du luxe. Et là, on en a parlé, c'est les hashtags old money or quiet luxury. Et plus récemment, on voit arriver le ne pas avoir pour être, c'est-à-dire s'extraire de l'accumulation pour être dans l'absolu du luxe. Et là, c'est toutes les trends health as wealth qu'on voit arriver.
ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les dynamiques qui sont en place. À l'horizontale, j'ai une dynamique du plein, du en plus, du superflu, le luxe qu'on a connu. Et puis en dessous, sur le ne pas avoir pour être et le ne pas être pour avoir, j'ai la dynamique du vide. Enfin, d'une certaine manière, je suis dans le minimalisme et dans le en moi. Et à la verticale, on voit les deux modèles de valorisation qui ne sont pas exclusifs. L'un n'exclut pas l'autre. Mais dans l'un, c'est plus de l'ordre de la valorisation sociale, et dans l'autre, de la valorisation culturelle. Le besoin de compétences et d'expertise pour y accéder. Ça va nous servir à comprendre la suite. Parce que plus en détail, l'avoir pour être, c'est la logique d'accumulation, le mimétisme de classe, la griffe, et finalement le luxe bavard. Et là, l'objet marchand, c'est le signe. Dans l'être pour avoir, je suis dans une logique de sublimation, c'est les praxis et les rites d'usage, la haute gastronomie, la collection d'art, le vieillir beau. Et là, c'est un luxe qui est plutôt immersif, et je suis dans la marchandisation du rituel. Sur ce qui est le old money, on est sur la logique d'allusion, les signaux indexés, le principe du no-show, du connoisseurship, t'en as parlé un peu, Arnaud. Et là, effectivement, ce qu'on voit, c'est ce luxe discret et la marchandisation du code. Et on voit bien comment le signe et le code secret se répondent, entre guillemets. Sur ne pas avoir pour être, on est dans une logique d'épuration. Illusion ou simulacre, pour reprendre Baudrillard, de sobriété, détox, retraite silencieuse, temps libre. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un luxe transcendantal et qu'on est dans une marchandisation du soi. C'est-à-dire que l'objet marchand, c'est moi. Je suis en train, entre guillemets, d'investir en moi. Par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on a l'habitude de... la manière dont on pense le luxe de manière générale, on voit bien l'axe matériel, on le connaît, c'est de luxe. On sait assez bien les différencier, on sait assez bien les distinguer. En revanche, sur le luxe expérientiel, en général, on le traite comme si c'était une seule forme de luxe expérientiel. Alors que finalement, quand on y regarde de plus près, ce sont bien des modèles différents avec des fondamentaux sous-jacents qui sont tout à fait différents. Dans un cas, culturel et plein, et dans l'autre, social et vide. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà les traiter différemment pour essayer de mieux les comprendre. La résonance maintenant. Alors, la résonance. On en parle et finalement, on a tous toujours l'impression de comprendre quelque chose. Et c'est compliqué. Et donc, du coup, je suis retournée à Rosa, qui est le philosophe qui a développé ce principe dans un ouvrage sur une sociologie de la relation au monde. La question de Rosa, c'est on vit dans un monde en accélération, à la fois technique et sociale. Selon Rosa, il est difficile d'envisager de décélérer, ce serait peut-être même pas favorable à nos sociétés. Et donc il dit en fait il faut penser de nouveaux modes relationnels. Dans ces nouveaux modes relationnels, ce qu'il va proposer, c'est la résonance. Et donc la résonance, pour faire simple, chez Rosa, et si on doit réfléchir à cette capacité résonante éventuellement du luxe, ce qu'il nous dit, c'est que c'est une dynamique relationnelle qui est marquée par une dimension responsive, c'est-à-dire transformative. Mais pour qu'elle soit transformative, c'est que les deux sujets de la relation vont être transformés. Okay ? Donc il y a une réciprocité dans cette relation résonante. Alors on y vient. Luxe et résonance. D'un côté, l'expérientiel. C'est un mouvement d'incorporation, c'est un mouvement endogène, c'est du vers soi. On est dans une gratification eudémonique, c'est-à-dire celle de l'épanouissement, de la réalisation individuelle et personnelle. Et finalement, on est plutôt dans une posture active et de facto, j'ai des bénéfices transformatifs. Je suis en résonance. On l'a un peu naturellement. Quand je regarde le matériel, je suis plus dans la déclaration, la manifestation. C'est un mouvement qui est vers l'extérieur, il est donc exogène. Et la gratification, elle est hédonique, c'est la recherche du plaisir, la satisfaction. Je ne suis plus dans l'épanouissement. Et du coup, je suis plutôt sur une posture passive, sans caractère transformatif a priori, et donc en interaction et non pas en résonance. Alors, luxe, dissonance, résonance. On l'a vu, le luxe se fonde sur la distorsion. La dissonance, on peut considérer que c'est un élément constitutif du luxe. Ça a son importance parce que ça évoque et ça démontre la plasticité du luxe. Et donc, quand on vient sur la résonance, on voit que le luxe expérientiel, il est créateur de résonance.
Et la question qu'on peut se poser de facto, c'est comment insuffler de la résonance dans le luxe matériel. Alors à cette question, il y a une première piste envisageable qui serait celle de requalifier les expressions des formes du luxe matériel. Et je peux les requalifier, c'est-à-dire en retravaillant et en réactivant l'exclusivité du luxe bavard ou en réactivant l'excellence du luxe discret, qui sont en fait d'autres manières de répondre à ce qui a été vu précédemment, c'est-à-dire l'effet de saturation, la déception, voilà, du prix par rapport à ce que ça représente. Et c'est en réactivant peut-être ces dimensions-là que je peux retrouver de l'unicité, c'est-à-dire de l'expérience transformative pour les deux parts de la relation. L'autre option, c'est explorer les espaces intermédiaires, puisque maintenant on a notre cartographie du luxe, et hybrider les formes du luxe matériel aux formes du luxe expérientiel. Et en fait, on le voit déjà arriver. On a vu la montre de collection, qui est finalement un passage du luxe bavard au luxe immersif, c'est-à-dire que je lui donne fonction d'investissement. J'ai la seconde main, qui est une manière aussi de ramener de la compétence dans un luxe bavard, c'est-à-dire il faut de l'expertise. J'ai la location, qui est passer du plein au vide, mais je pourrais tout à fait aller chercher ce qui se passe entre l'immersif et le discret, ou le discret et le transcendantal. Alors voilà. Voilà où nous en sommes sur les pistes qu'on pourrait ouvrir quand on pense luxe, dissonance, résonance. Mais pensez le luxe au futur. C'est peut-être aller au-delà de ça. Je crois qu'on l'a vu, on l'a répété, le luxe, tout le monde nous le dit, va mal. Donc voilà, 2025, pire année dans le luxe. Kering se voit finir l'année avec un mauvais résultat, LVMH chute et l'Europeana est épinglé dans le contrôle de sa sous-traitance. Et Harvard Business Review nous explique dans un article édifiant que cette industrie qui devrait être profitable se trouve paupérisante. Alors bien sûr, il y a des maisons qui s'en sortent. Alors je sais que depuis quelques jours, Cucinelli a été mise en cause dans une affaire de politique commerciale internationale, mais sur ces résultats, pour l'instant, ça a plutôt l'air de marcher, avec 2024 une vraie croissance portée essentiellement par l'Amérique, mais aussi par l'Asie, ce qui n'est pas rien quand on voit la difficulté en Asie. C'était déjà le cas en 2023, et finalement, la seule vraie raison à comprendre pourquoi Cucinelli, ça continue de fonctionner quand d'autres finalement, peine ou lutte, ce serait éventuellement ce gentle luxury et ce capitalisme humaniste. C'est pas de moi, c'est de Cucinelli, je tiens à le dire. Voilà. Ce qui voudrait donc dire que le luxe, c'est la culture de l'écart, la réinvention continue, ce qui est finalement, en fait, à la fois une promesse qu'il peut se réinventer en permanence, qu'il est tout à fait polymorphe, que l'un ne va pas se substituer à l'autre, mais il va se modifier, se reconfigurer. Mais il y a une question de fond qui peut se poser et qui reste et qui doit être posée. Si vraiment on pense à la crise du luxe et à la question du luxe aujourd'hui, c'est sa chaîne de valeur et la question de l'alignement. Et j'utilise le terme alignement et non pas responsabilité ou éthique, parce que je pense que c'est réellement une question d'alignement. On l'a vu, le luxe, il relève d'un au-delà de la valeur, c'est-à-dire qu'il arrive à s'abstraire des conditions financières ou des considérations pécuniaires. C'est même ça qui fait toute la valeur du luxe, c'est ce qui n'a pas de prix. Et on voit les maisons de luxe aujourd'hui, elles, s'engouffrer dans cette considération du prix avec la maximisation du profit. Et ça, je pense que c'est un hiatus. Ça, je pense que c'est un antagonisme. Ça, je pense que ça peut aussi nous mener à réfléchir sur cette question de la valeur. Et c'est peut-être là qu'on peut se poser la vraie question, plus peut-être qu'une question de prix, de rapport qualité-prix, d'effet de saturation d'un contexte économique. Je pense qu'on peut s'interroger sur la question de l'alignement entre sa raison d'être et parfois ses manières de faire. En vous remerciant